Je m'appelle Marc, j'ai 24 ans. Quand j'avais tout juste 17 ans, ma propre mère m'a jeté à la rue, hors de la maison que mon défunt père avait construite pour nous, simplement pour faire de la place à son nouveau petit ami et à ses enfants gâtés. Alors que je me tenais dans le couloir, emballant toute mon enfance dans de simples sacs poubelles noirs bon marché, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ce n'est pas seulement ta maison. C'est notre foyer. » Et Rob et ses enfants ont le droit de s'y sentir à l'aise eux aussi. Elle a regardé son fils adolescent en deuil franchir la porte d'entrée pour s'enfoncer dans la nuit froide, choisissant un homme qu'elle connaissait à peine plutôt que sa propre chair et son propre sang. Elle m'a humilié, m'a rejeté comme un déchet de la veille et a méthodiquement effacé la mémoire de mon père des murs même qu'il avait payés de sa propre sueur. Mais il y avait une chose immense, indéniable, qu'elle ignorait. L'avocat de mon père avait strictement sécurisé mon héritage. Et le titre de propriété de ce bien immobilier exact était légalement entièrement à mon nom. Et maintenant, ce sont eux qui pleurent sur l'allée en béton, entourés de leurs cartons emballés, me suppliant de ne pas les laisser à la rue. Avant de vous raconter exactement comment j'ai légalement expulsé ma propre mère et sa nouvelle famille de parasites, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice absolue. Et n'oubliez pas de me dire depuis où vous me regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où cet absolu cauchemar a commencé. Mon père était mon monde entier. Je sais que beaucoup de fils disent cela, mais il faut comprendre quel genre d'homme était mon père pour saisir pleinement la profondeur de cette trahison. Il n'était pas seulement un parent. C'était une force de la nature. Il travaillait comme ingénieur civil principal et son esprit était une machine magnifique, hyper organisée. C'était le genre d'homme qui imposait un profond respect dans chaque pièce où il entrait, non pas parce qu'il était bruyant ou agressif, mais parce qu'il était profondément stable. C'était le genre d'homme qui conservait de vieux reçus papier pour une tondeuse à gazon achetée il y a 10 ans, parfaitement classée dans un lourd classeur en acier dans notre garage, au cas où la garantie serait un jour remise en question. Il planifiait chaque scénario possible que la vie pouvait nous imposer. Il croyait en la structure, au devoir de subvenir aux besoins et, par-dessus tout, à la transmission d'un héritage solide et indestructible pour sa famille. Il passait ses week-ends à assister à des réunions épuisantes de l'association des copropriétaires, HOA, simplement pour s'assurer que la valeur immobilière de notre quartier reste élevée. Il gérait son plan de retraite 401K avec la précision d'un chirurgien. Et se préparait à un avenir qu'il ne verrait finalement jamais. Quand j'avais 15 ans, cette structure indestructible s'est complètement effondrée. Mon père est décédé subitement d'un infarctus foudroyant. Cela s'est produit un mardi après-midi ordinaire, alors qu'il se trouvait sur un chantier de construction. Il n'y a eu aucun avertissement. Il n'y a pas eu de long séjour à l'hôpital où nous aurions pu nous asseoir à son chevet et lui faire nos adieux convenablement. Il y a juste eu un appel téléphonique dévastateur, un trajet frénétique vers les urgences et les murs stériles et glaciales d'une salle d'attente où un médecin que je n'avais jamais vu de ma vie m'a annoncé que mon père était parti. Perdre mon père a donné l'impression que la gravité avait soudainement disparu de ma vie. Tout mon monde s'est inversé du jour au lendemain. Je me souviens m'être tenu dans le cimetière une semaine plus tard, le vent glacial de l'hiver me mordant le visage, fixant le bois d'acajou poli de son cercueil que l'on descendait dans la terre. Je me sentais complètement vide. J'étais un garçon de 15 ans face à un vide immense, se demandant comment j'allais apprendre à conduire une voiture manuelle, comment faire un Windsor pour le bal de promo, ou comment devenir un homme sans mon guide principal. Les funérailles ont été un flou étouffant de costumes noirs, de signes de tête compatissants et de voisins apportant d'interminables plats de gratins enveloppés de papier d'aluminium que je n'avais aucune envie de manger. Je m'attendais à ce que ma mère soit complètement effondrée. Ils étaient ensemble depuis plus de 16 ans. Ils n'avaient jamais été légalement mariés, un choix mutuel fait dès le début parce qu'aucun d'eux ne croyait en l'institution du mariage après avoir été témoins des divorces douloureux de leurs propres parents. Mais ils vivaient comme mari et femme de toutes les manières possibles. Je m'attendais à ce que nous nous soutenions mutuellement. Je pensais que nous allions traverser ensemble la douleur de cette immense maison vide, en partageant des histoires sur lui pour garder sa mémoire vivante. Mais ma mère n'a pas perdu de temps pour passer à autre chose. Je comprends qu'un deuil profond puisse faire des choses étranges et imprévisibles à l'esprit humain. Je comprends qu'elle ait pu être terrifiée à l'idée de se retrouver seule dans cette grande maison, mais la rapidité avec laquelle elle a complètement remplacé mon père était écœurante et semblait totalement artificielle. Un instant, nous étions à ses funérailles à écouter ses frères parler de son incroyable éthique de travail et à prier pour son repos éternel, et avant même que j'aie le temps de réaliser la réalité de sa mort. Elle parlait déjà d'un nouveau type qu'elle avait rencontré dans un magasin de bricolage local.
Il s'appelait Rob. C'était comme si un instant j'étais assis sur mon lit, à regarder le vieux gant de baseball en cuir usé de mon père, essayant désespérément de me souvenir du son exact de son rire, et l'instant d'après, cette parfaite inconnue traînait ses lourdes bottes de travail sur nos parquets de bois précieux. Tout s'est passé si vite que j'ai à peine eu le temps de scier. Un jour, nous n'étions que ma mère et moi à essayer de nous en sortir, en mangeant des dîners silencieux et déprimants à la table de la cuisine, et le lendemain, il y avait ce type affalé sur le canapé de notre salon, une bière bon marché à la main. Agissant comme s'il payait l'hypothèque depuis 20 ans. Rob était correct au début, je suppose. Il essayait d'engager des conversations polies mais maladroites sur les sports du lycée et la météo, mais sa présence me dérangeait. Chaque fois qu'il parlait, sa voix forte et tonitruante résonnait comme du papier de verre grinçant contre les murs d'une maison que mon père avait travaillé toute sa vie pour acheter. Les affaires de mon père étaient encore partout. Son fauteuil inclinable en cuir usé préféré était exactement là où il l'avait laissé, dans le coin du bureau. Ses outils méticuleusement organisés étaient suspendus sur le panneau perforé du garage, entourés au marqueur noir pour que l'on sache toujours exactement où devait aller la clé de 3/4 de pouce. Sa tasse à café préférée, une lourde céramique au rebord ébréché qu'il utilisait chaque matin pour son café noir comme la nuit, était encore posée sur l'égouttoir à côté de l'évier. J'avais l'impression que mon père était juste sorti faire des courses et qu'il franchirait la porte d'entrée d'une seconde à l'autre pour me demander comment se passaient mes devoirs. Et puis, Rob a pleinement emménagé. Et soudain, mon père a commencé à disparaître systématiquement. Cela a commencé par de petites choses insidieuses. La tasse de café ébréchée a disparu. J'ai demandé à ma mère où elle était et elle a mentionné négligemment qu'elle l'avait jetée dans un carton de don parce qu'elle prenait de la place et faisait désordre. Ma poitrine s'est serrée si fort que je pouvais à peine respirer. Prendre de la place. C'était une seule tasse. Ensuite, les outils dans le garage ont été arrachés sans cérémonie du panneau perforé et jetés dans un bac en plastique rouillé pour faire de la place au club de golf poussiéreux et bon marché de Rob ainsi qu'à son énorme et vilaine caisse à outils. Ma mère s'activait dans la maison le week-end, vidant agressivement les étagères, emballant les vieux albums photos et décrochant les diplômes d'ingénieur encadrés de mon père. Elle affichait un sourire forcé et disait « Oh, nous devons faire de la place pour les affaires de Rob, mon chéri. Nous devons être accueillants avec notre invité. » Je me tenais dans le couloir, la regardant mettre les manteaux d'hiver de marque de mon père dans des sacs pour les donner à une œuvre de charité, et mon sang ne faisait qu'un tour. Quelle était cette urgence absolue? Ce n'est pas comme si Rob payait un loyer. Il ne contribuait ni aux impôts fonciers, ni aux courses, ni aux factures d'électricité. Il avait simplement installé toute son existence par-dessus la tombe de notre ancienne vie. J'avais l'impression que ma mère effaçait intentionnellement mon père morceau par morceau, nettoyant son existence des murs de notre propre maison pour que ce nouveau type ne se sente pas intimidé par le fantôme d'un homme largement supérieur. Cela faisait mal d'une manière que je ne croyais même pas possible. Je pensais que la douleur de perdre mon père était la pire agonie que je ressentirais jamais de ma vie. Je me trompais complètement. La douleur de voir ma propre mère l'effacer comme s'il n'avait jamais compté était infiniment pire. Quelques mois après les funérailles, alors que la maison se transformait rapidement en un sanctuaire dédié au style de vie médiocre de Rob, nous avons reçu un appel de l'avocat de mon père. Je me souviens si clairement de ce jeudi matin spécifique parce que c'était probablement la seule fois depuis la mort de mon père que j'ai ressenti une lueur de véritable espoir. L'avocat, Monsieur Abernathy, était un homme âgé, strict et brillant, qui avait été l'ami personnel et le conseiller juridique de mon père pendant plus d'une décennie. Il nous a convoqués dans son cabinet du centre-ville. La pièce sentait fort le vieux papier, le bois ciré et le cuir cher. Il m'a fait asseoir en face de son immense bureau en acajou, a posé ses mains à plat sur un épais dossier en carton et m'a expliqué la réalité de mon avenir. Mon père m'avait absolument tout laissé. Pas un seul centime n'allait à ma mère parce qu'il n'avait jamais été légalement marié. Il n'y avait pas d'historique de divorce complexe ou de droit de succession automatique pour le conjoint pour compliquer la répartition des biens. Légalement, elle n'avait aucun droit sur sa succession. Mais mon père, étant l'homme hyper organisé et profondément protecteur qu'il était allé 10 étapes plus loin pour s'assurer qu'il n'y ait aucune faille juridique à exploiter. Il avait mis en place un testament en béton armé et un trust vivant impénétrable. Le portefeuille immobilier diversifié qu'il avait bâti sur 20 ans, les comptes d'épargne à haut rendement, le fonds d'études universitaires massif qu'il alimentait depuis le jour de ma naissance, tout cela était légalement à moi.
C'était verrouillé si solidement que même si ma mère avait voulu engager un avocat véreux et intenter un procès abusif pour contester le testament, elle aurait été renvoyée du tribunal sous les rires et condamnée à payer des frais de justice exorbitants. L'avocat m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que mon père avait structuré cela spécifiquement pour me protéger et garantir que mon avenir soit intouchable. J'aimerais ajouter que j'étais complètement dépassé. J'étais juste un gamin de 15 ans qui luttait en classe de seconde, essayant de comprendre l'algèbre avancée et comment parler aux filles. Et soudain, je me retrouvais assis dans un cabinet d'avocat au sommet d'une tour, s'entendant dire que je détenais les clés de propriété de valeur et d'un avenir financier que je pouvais à peine concevoir. Ma mère, assise dans le fauteuil en cuir rembourré juste à côté de moi, essayait désespérément de jouer le rôle de la parente aimante et solidaire. Elle s'est penchée, a posé sa main sur mon épaule, son parfum floral lourd m'étouffant, et a dit d'une voix mielleuse, « Oh, je suis tellement heureuse pour toi, mon chéri. Ton père t'aimait tellement. C'est une telle bénédiction. » Mais je pouvais voir le calcul froid et dur dans ses yeux. Le masque maternel a glissé pendant une fraction de seconde. Mais je l'ai vu clairement. Elle était furieuse. Elle bouillonnait de jalousie. Elle avait de toute évidence supposé qu'elle recevrait un énorme paiement financier, un ticket d'or pour financer sa toute nouvelle vie avec Rob. Elle s'était probablement imaginé vendre la maison principale, empocher l'argent et acheter un endroit luxueux avec son nouveau petit ami pour repartir à zéro. Mais les comptes bancaires étaient fermement scellés. Les propriétés étaient totalement hors de sa portée. Mon père s'en était assuré. En raison de la manière exacte dont le trust était structuré, ni elle ni moi ne pouvions liquider ou toucher à la majeure partie de l'héritage financier avant que j'aie 21 ans. En revanche, le titre de propriété de la maison principale était légalement à mon nom via le trust dès cet instant. Elle n'avait aucun contrôle sur les biens. Elle n'était qu'une invitée permanente dans ma maison. Il ne fallut pas longtemps pour que son vrai visage apparaisse derrière son jeu de mère bienveillante. Elle a commencé à faire des allusions subtiles et calculées pendant le dîner. Elle évoquait négligemment à quel point les courses hebdomadaires chez Walmart devenaient chères ou comment les impôts fonciers exorbitants de la maison étaient un fardeau si lourd à porter pour une mère célibataire sans aucune aide. Puis, les allusions subtiles se sont transformées en pression directe et agressive. Elle répétait constamment qu'il serait bien que je trouve un moyen de partager une partie de la richesse avec elle une fois que j'y aurais pleinement accès, présentant cela comme un geste normal de gratitude pour toutes les années où elle m'avait élevé. Les chantages affectifs étaient devenus une routine quotidienne. Elle soupirait lourdement en faisant la vaisselle, marmonnant sur la dureté de son travail pour garder un toit au-dessus de ma tête, ignorant complètement le fait absolu que c'était mon père qui avait payé pour ce toit. Puis vint le jour où elle abattit enfin ses cartes. C'était un dimanche après-midi tranquille. J'étais dans ma chambre, assis à mon bureau, essayant d'étudier pour un examen d'histoire crucial. Elle est entrée, a fermé la porte doucement derrière elle et s'est assise sur le bord de mon lit. Elle a pris sa voix douce et maternelle, celle qu'elle utilisait quand j'étais petit et que je m'écorchais le genou dans l'allée. Elle m'a regardé avec de grands yeux innocents et m'a demandé si j'envisagerais de signer des papiers pour transférer le titre de propriété de notre maison principale à son nom. J'ai agrippé le bord de mon matelas, la regardant avec une incrédulité totale. Je lui ai demandé pourquoi diable elle me demandait une chose pareille. Elle s'est lancée dans un monologue décousu sur la façon dont cela faciliterait grandement les choses avec Rob. Elle prétendait que Rob se sentait incroyablement peu sûr de lui en vivant dans une maison appartenant à un adolescent. Elle disait que cela l'émasculait de savoir qu'il vivait sous un toit appartenant légalement au fils de sa petite amie. Elle voulait lui prouver qu'il était vraiment le bienvenu, qu'ils avaient un avenir permanent et sûr ensemble en mettant légalement la propriété à son nom à elle. Dans sa réalité tordue et désespérée, tout tournait autour du confort de son nouveau petit ami et de l'établissement d'un nouveau patriarche dans la famille. Mais pour moi, le message était limpide. Elle le choisissait explicitement lui plutôt que moi. J'étais un adolescent de 15 ans en deuil. Je venais de perdre la personne la plus importante et la plus stable de ma vie. J'essayais encore de comprendre comment me réveiller chaque matin sans avoir l'impression que ma poitrine s'effondrait. Et voilà qu'elle me suppliait d'abandonner la plus grande partie de l'héritage de mon père simplement pour que son nouveau petit ami se sente à l'aise. C'était une trahison profonde et révoltante. C'était comme si elle n'avait pas pensé une seule seconde à ce que cela pouvait représenter pour moi, son propre enfant, de céder la maison de mon père à un étranger qui n'avait absolument rien apporté à nos vies. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit absolument non. Je lui ai dit que je ne le pouvais pas, même si je le voulais,
car le testament et le trust de mon père étaient structurés de telle sorte que les biens étaient complètement gelés et impossibles à transférer avant ma majorité. L'expression de son visage lorsque je l'ai fermement rejeté est gravée à jamais dans ma mémoire. Sa mâchoire s'est serrée si fort que j'ai cru que ses dents allaient se briser sous la pression. Ses yeux se sont assombris de ressentiment pur et de frustration. Elle a tenté de masquer cela derrière un sourire forcé, mais elle était piégée et elle le savait. Cela ne l'a pourtant pas empêchée d'essayer à nouveau. Elle sondait occasionnellement le terrain au cours des mois suivants, me croisant dans le couloir pour me demander « Tu es sûr que tu ne peux pas la transférer ? Peut-être qu'on pourrait parler à l'avocat et trouver une faille. Même pas l'une des plus petites propriétés de location ? » À chaque fois, je lui rappelais que c'était légalement impossible. Mais honnêtement, même si j'avais eu un stylo magique pour tout signer ce jour-là, j'aurais brisé le stylo en deux et je l'aurais jeté à la poubelle. Lui donner cette maison aurait été une trahison directe et impardonnable envers la mémoire de mon père. C'était sa façon de prendre soin de moi, de s'assurer que j'ai un avenir sûr, et je n'allais pas détruire son travail acharné simplement pour plaire à un type qui buvait de la bière bon marché sur le canapé de mon père. Je pensais que son avidité était le pire obstacle auquel j'aurais à faire face. Je pensais que si je tenais bon, gardais la tête basse et me concentrais sur l'école, les choses finiraient par se stabiliser dans une misère tranquille et gérable. Je n'avais aucune idée que la tempête ne faisait que rassembler ses forces. Si le fait de voir Rob installer ses caisses à outils et ses clubs de golf dans la maison était une gifle, voir débarquer ses enfants fut un véritable coup de poing dans l'estomac. Rob avait 2 enfants gâtés issus d'une relation précédente houleuse. Un fils de 18 ans prénommé Tyler et une fille de 19 ans prénommée Chloé. Ma maman s'est pliée en 4 pour leur dérouler le tapis rouge. Soudain, notre maison calme et structurée s'est remplie d'inconnus insupportables. Ils mangeaient notre nourriture sans demander, s'appropriaient les salles de bain en laissant des serviettes mouillées traîner sur le sol, et se prélassaient sur les meubles de valeur que mon père avait achetés comme s'ils séjournaient dans un complexe hôtelier de luxe tout inclus. Ma mère les traitait comme de la royauté. Elle était obsédée par l'idée de s'assurer qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin pour se sentir parfaitement chez eux. Elle cuisinait leurs plats préférés et coûteux, faisait leur lessive et leur achetait des collations chères en utilisant le budget de la maison. C'était un contraste saisissant et humiliant avec la façon dont elle me traitait. Je suis devenu un fantôme silencieux dans ma propre maison. Il m'arrivait d'entrer dans la cuisine pour prendre un simple verre d'eau, et ils étaient là tous les 3, Rob, Tyler et Chloé, riant aux éclats avec ma mère autour de la table de la salle à manger. Les rires cessaient immédiatement dès que j'entrais, remplacés par un silence lourd et inconfortable. Puis vinrent les voyages en famille. Ma mère planifiait des escapades somptueuses le week-end dans un chalet loué au bord d'un lac ou des voyages en voiture en ville pour faire du shopping. Elle présentait toujours cela de façon à ne pas passer pour la méchante sur le papier. Juste avant de charger la voiture avec les glacières et les bagages, elle se tournait vers moi avec un sourire hypocrite, exagérément doux, et disait « Nous partons au chalet ce week-end, mais ne préférerais-tu pas rendre visite à tes grands-parents du côté de ton père ? Tu ne les as pas vus depuis un moment, et je sais qu'ils s'ennuient de toi. De toute façon, tu vas t'ennuyer avec nous. » Elle ne m'a jamais interdit de venir de manière explicite. Elle était bien trop lâche pour ce genre de confrontation directe, mais le message était limpide. J'étais un inconvénient. J'étais un nuage sombre sur leur parfaite nouvelle dynamique de famille recomposée. J'étais un rappel flagrant d'un passé qu'elle voulait désespérément enterrer profondément dans le sol. Quand on est adolescent, on ne sait pas vraiment comment lutter contre ce genre de manipulation psychologique sophistiquée. On se contente de suivre le mouvement, d'emballer ses affaires, en espérant que peut-être, un jour, sa propre mère finira par réaliser qu'elle détruit activement sa relation avec vous. Mais elle ne l'a jamais fait. J'ai passé d'innombrables week-ends, y compris des fêtes majeures comme les dîners de Thanksgiving et le réveillon de Noël, assis chez mes grands-parents. Ne vous méprenez pas, mes grands-parents étaient des personnes absolument formidables et attentionnées. Mais être assis à leur table à découper la dinde tout en sachant que ma mère jouait à la famille heureuse avec les enfants de Rob me brisait le cœur en 1000 morceaux. Chaque voyage était un petit rappel que ma mère choisissait activement sa nouvelle vie plutôt que moi. À l'époque de mes 17 ans, la tension silencieuse et passive-agressive de la maison s'est transformée en une guerre ouverte et hostile. Rob s'était installé très confortablement dans son rôle. Il avait cessé de se comporter comme un invité chanceux d'avoir un toit au-dessus de sa tête, et commençait à agir comme le directeur d'une prison de haute sécurité. Il exigeait un niveau d'autorité absolu qu'il n'avait absolument jamais mérité. Il me coinçait dans la cuisine quand ma mère n'était pas là,
bombant le torse pour tenter de s'imposer physiquement et essayer de m'intimider. Il me disait des choses comme « Tu dois montrer plus de respect par ici, gamin. C'est moi l'homme de la maison maintenant » ou « Il est temps que tu apprennes la discipline et que tu commences à te comporter en adulte. » Je refusais de me soumettre à lui. Je regardais ce type portant les vieilles chemises en flanelle de mon père, debout sur le parquet précieux que mon père avait travaillé des heures supplémentaires pour installer, et je ne ressentais rien d'autre qu'un dégoût pur et sans mélange. Je me défendais de la seule façon qu'un adolescent connaisse. J'avais compris très tôt que Rob avait un ego incroyablement fragile et surdimensionné. Alors, je lui ai donné un surnom ridicule simplement pour me moquer de son besoin désespéré d'autorité. J'ai commencé à l'appeler John Conroy. Cela n'avait absolument aucun sens. C'était juste un nom idiot sorti de nulle part, mais cela déstabilisait complètement son fil de pensée. Chaque fois qu'il essayait de me donner un ordre pour sortir ses poubelles ou nettoyer le désordre que ses enfants avaient laissé dans le salon, je le regardais de haut, j'affichais un sourire confiant et je disais « Très bien, John Conroy. Tout ce que tu voudras, chef. Je m'en occupe. » Son visage prenait alors une teinte violette terrifiante. Il détestait absolument le fait que je ne le craigne pas. Il détestait que je voie clair dans son jeu de dur à cuire. Ma mère jouait constamment les conciliatrices paniquées, mais elle prenait toujours, sans exception, son parti dans chaque dispute. Elle me tirait dans le couloir, me serrant le bras assez fort pour me laisser des bleus, et me chuchotait en criant « Tu dois comprendre que Rob fait partie de notre famille maintenant. Tu devais arrêter de lui manquer de respect. Tu me rends la vie misérable. » Je dégageais mon bras et lui disais exactement ce qu'elle ne voulait pas entendre, ce n'est pas sa maison, c'est celle de papa, et il ne va pas débarquer ici et faire comme s'il était chez lui. Je ne respecterai jamais un homme qui essaie de voler la vie d'un autre. L'explosion finale qui mit définitivement fin à notre relation se produisit un mardi soir ordinaire. Rob avait bu de la bière bon marché tout l'après-midi et m'a confronté dans le salon alors que j'essayais de regarder la télévision. Il a pointé un gros doigt calleux juste sous mon nez, hurlant à plein poumon que je devais participer aux frais, trouver un travail à temps partiel pour payer mes propres courses et suivre aveuglément ses règles de maison strictes. Je n'ai pas reculé d'un pouce. Je me suis levé, je me suis approché tout près de lui, je l'ai regardé droit dans ses yeux injectés de sang et j'ai dit « Tu n'es pas mon père. Tu ne seras jamais mon père, et ce n'est pas ta maison. Tu n'es rien d'autre qu'un invité ici, et un très mauvais en plus. » Rob a complètement perdu la tête. Il s'est jeté vers l'avant, le visage déformé par la rage, hurlant des insultes horribles. Ma mère est arrivée en courant de la cuisine, lâchant son torchon, complètement hystérique. Elle s'est interposée entre nous, me repoussant agressivement. Elle a attrapé le col de ma chemise et a hurlé « Pourquoi faut-il toujours que tu cherches la bagarre avec lui? Pourquoi ne peux-tu pas simplement le respecter et faire en sorte que cet arrangement fonctionne pour mon bien ?» J'ai regardé ma propre maman défendre agressivement un inconnu hostile et ivre contre son propre fils adolescent. Pourquoi le ferais-je? Il ne me respecte pas et il ne respecte manifestement pas le fait que c'était la maison de papa. C'est un parasite. Rob est sorti de la pièce en tempêtant, claquant la lourde porte d'entrée en chaîne si fort que les photos de famille encadrées ont vibré violemment contre la cloison. Ma mère est restée plantée là, au milieu du salon, respirant bruyamment, me fixant avec un ressentiment pur et sans filtre. Elle a croisé les bras, son visage se transformant en pierre. « Ça ne marche pas », a-t-elle dit froidement, sa voix dénuée de toute chaleur maternelle. « Nous ne pouvons pas continuer à nous battre ainsi chaque jour. » Et puis, sans verser une seule larme, sans une once d'hésitation, elle a lâché la bombe ultime, « Je pense qu'il est préférable que tu trouves un autre endroit où loger pendant un temps. » La pièce s'est mise à tourner rapidement. L'air a été complètement aspiré de mes poumons. Je l'ai dévisagé, attendant la chute, attendant qu'elle réalise la gravité horrible de ce qu'elle venait de dire à son enfant. Mais son expression ne s'est pas adoucie. « Attends », ai-je dit, ma voix tremblant de manière incontrôlable malgré tous mes efforts pour rester fort. « Ma maison ? Tu es en train de me jeter dehors de ma propre maison. » Elle a soupiré, d'un ton condescendant et agacé, comme si je me montrais totalement déraisonnable et dramatique. « Ce n'est pas seulement ta maison, Marc. C'est notre foyer, et Rob et ses enfants ont le droit de s'y sentir à l'aise et en sécurité eux aussi. Je fais cela pour ton propre bien, pour que tu puisses avoir un peu d'espace et calmer ton tempérament. » C'était la trahison ultime et impardonnable. Elle jetait son fils de 17 ans à la rue pour plaire à un homme qu'elle connaissait depuis 2 courtes années.
Elle s'imaginait sincèrement que si je n'étais pas là pour lui rappeler son passé, ils formeraient leur parfaite petite famille recomposée et que tout serait merveilleux. Je n'ai plus cherché à argumenter. Je n'ai ni crié ni supplié. La colère intense et brûlante en moi est devenue complètement, terrifiantement froide. Je me suis détourné sans un mot de plus, j'ai monté lourdement les escaliers jusqu'à ma chambre d'enfant et j'ai sorti de grands sacs poubelles noirs du placard. J'ai commencé à y jeter mes vêtements, mes manuels scolaires et les rares souvenirs précieux que j'avais de mon père. Je ne savais pas exactement où j'allais aller à long terme, mais je savais avec une certitude absolue que je ne pouvais pas rester sous ce toit toxique une seconde de plus. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé mon grand-père. Il a répondu dès la première sonnerie, aperçu le ton éteint de ma voix et m'a dit qu'il était déjà en route. J'ai descendu mes lourds sacs et j'ai franchi la porte d'entrée, la claquant derrière moi, pour m'installer sur le siège passager du pick-up de mon grand-père, regardant les lumières chaudes du porche de la maison de mon enfance s'éloigner dans le lointain. J'abandonnais officiellement mon ancienne vie. Mais alors que je serrais la poignée de la portière jusqu'à en avoir les articulations blanches, je me suis fait une promesse silencieuse et indestructible, je ne partais pas pour toujours. Vivre chez mes grands-parents a finalement sauvé ma santé mentale et mon avenir. Leur maison était un havre de paix absolue et d'amour inconditionnel. Le soir de mon arrivée, grelottant de froid et sous le choc profond d'avoir été rejeté par la femme qui m'avait donné la vie, mon grand-père a porté mes sacs poubelles dans la chambre d'amis. Il a posé une main lourde, chaude et calleuse sur mon épaule, m'a regardé droit dans les yeux et a prononcé les mots exacts que j'avais désespérément besoin d'entendre, « Tu es toujours le bienvenu ici, fiston. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Tu es de notre sang, et le sang prend soin du sang. » J'ai enfin laissé couler mes larmes ce soir-là. Je me suis allongé dans ce lit inconnu qui grinçait, les yeux fixés sur le plafond en crépi, me sentant incroyablement en sécurité, mais complètement brisé à l'intérieur. La blessure dans ma poitrine, infligée par ma propre mère, était grande ouverte et saignait abondamment. L'audace incroyable de ma mère au cours des mois suivants a été stupéfiante. Elle avait le culot de venir chez mes grands-parents pour me rendre visite le dimanche après-midi. Agissant comme si elle m'avait simplement envoyé dans un camp de vacances amusant au lieu de m'avoir jeté sans cœur à la rue. Elle s'asseyait sur le canapé à fleurs de mes grands-parents, sirotant un thé glacé sucré, et disait d'une voix mielleuse et fausse, « Je t'aime, Marc. Tu le sais, n'est-ce pas? J'essaie juste de faire en sorte que tout reste paisible pour tout le monde dans la famille. » Elle a même apporté un carton abîmé rempli de mes vieux jouets d'enfance, de mes jeux vidéo préférés et de mes trophées de baseball, affirmant qu'elle pensait que je les voudrais ici pour me sentir plus chez moi. En réalité, elle m'effaçait méthodiquement de la maison, pièce par pièce, emballant toute mon existence avec un grand sourire aux lèvres. Elle parlait sans cesse du besoin d'espace de Rob pour se sentir chez lui et affirmait que je comprendrais sûrement ses choix parentaux difficiles un jour, quand je serai plus grand et que j'aurai ma propre famille. J'ai complètement cessé de dialoguer avec elle. Je lui lançais des réponses courtes, polies et laconiques, oui, non, ça va. Émotionnellement, j'ai érigé un mur de béton massif et impénétrable entre nous. Elle avait fait son choix, et maintenant je faisais le mien. Je me suis rendu compte, dans ces moments de calme chez mes grands-parents, que ma mère n'allait jamais être la parente aimante dont j'avais besoin. Elle était entièrement consumée par la construction de cette nouvelle vie pathétique avec Rob, et je n'étais qu'un dommage collatéral gênant. Je me suis dit que si elle pouvait choisir Rob plutôt que sa propre chair, je pouvais choisir de me concentrer entièrement sur moi-même. J'ai pris toute cette colère bouillonnante, cette profonde trahison et ce deuil de mon père, et j'en ai fait une arme. J'ai jeté chaque once de mon énergie dans la sécurisation de mon avenir afin de ne plus jamais être à la merci de quiconque. Je me suis concentré entièrement sur mes études grâce au fonds universitaire conséquent que mon père avait brillamment mis en place dans le Trust Intouchable. Je n'avais pas à m'inquiéter d'emprunts étudiants érasants ou de devoir cumuler 3 emplois partiels épuisants pour survivre. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec les honneurs et j'ai intégré directement un programme universitaire de finance et de commerce très sélectif. J'ai obtenu ma licence, passant des nuits entières sur mes manuels. Presque immédiatement après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste très bien payé dans une grande entreprise de logistique. J'étais implacable. En 2 courtes années, j'ai obtenu une promotion majeure et mon salaire était largement suffisant pour me rendre totalement indépendant financièrement. Je devenais exactement le genre d'homme dont mon père aurait été incroyablement fier. J'ai appris à me tenir fermement sur mes 2 pieds, à gérer activement un plan d'épargne retraite et à naviguer dans le monde impitoyable de l'entreprise sans les conseils d'une mère.
Et pendant ce temps, l'horloge dans un coin de ma tête continuait de tourner vers l'échéance. Le jour de mes 21 ans, les restrictions légales sur mon héritage se sont complètement dissoutes. Je me suis retrouvé une fois de plus assis dans le bureau ciré de Monsieur Abernathy, tenant un stylo coûteux, signant la montagne finale de documents légaux, le trust transférait officiellement le contrôle total, sans restriction et absolue de l'ensemble de la succession directement à moi. Je détenais désormais l'immense pouvoir légal sur les comptes bancaires à haut rendement, les divers investissements boursiers et, surtout, le portefeuille immobilier. Je n'étais plus un adolescent de 17 ans en colère et impuissant pleurant dans un sac poubelle. J'étais un homme adulte avec un emploi solide en entreprise, un esprit d'analyse aiguisé et un compte majeur à régler. J'ai décidé qu'il était enfin temps d'examiner de très près la propriété que ma mère et Rob occupaient confortablement. C'était une grande et belle maison de 4 chambres dans un quartier résidentiel recherché avec une association de copropriétaires stricts. Elle avait une structure solide, mais elle perdait de sa valeur marchande potentielle chaque jour où ils y vivaient sans payer de loyer, abîmant les sols et négligeant le jardin. J'avais des projets ambitieux pour poursuivre mes études de master et je me suis dit, pourquoi ne pas rénover de fond en comble cette maison, moderniser la cuisine avec des appareils récents. Réparer le toit qui s'affaissait et la mettre sur le marché de la location pour générer des revenus passifs substantiels. C'était la décision financière la plus intelligente et la plus logique que je puisse prendre. Je savais que l'annonce de la nouvelle à ma mère serait un cauchemar absolu aux proportions épiques, mais cela devait être fait. J'avais prévu de le faire professionnellement, en face à face, comme des adultes. J'ai rédigé un calendrier très raisonnable et généreux pour qu'ils puissent organiser leurs prochaines étapes, emballer leurs affaires accumulées et libérer les lieux. J'ai conduit jusqu'à la maison par un mardi après-midi frais, armé des titres de propriété légaux soigneusement rangés dans une enveloppe en carton. Je me suis garé dans l'allée familière, mon cœur battant à un rythme régulier et calme contre mes côtes. J'ai gravi les marches du porche et j'ai frappé fermement à la lourde porte en bois. Silence de mort. J'ai frappé à nouveau plus fort, faisant trembler le montant. Rien. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre du salon, protégeant mes yeux avec mes mains pour bloquer le reflet du soleil. La maison était totalement silencieuse. Les lumières étaient complètement éteintes et l'énorme pick-up encombrant de Rob n'était pas dans l'allée. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être simplement partis faire des courses au supermarché ou qu'ils s'étaient rendus à un rendez-vous pour Chloé. Je me suis assis sur la balancelle du porche et j'ai attendu pendant 30 longues minutes. Lorsqu'il est devenu évident qu'ils ne reviendraient pas de sitôt, j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro de portable de ma mère. Ça a sonné 4 fois avant de basculer directement sur la messagerie vocale. J'ai laissé un message calme et professionnel, puis j'ai envoyé un SMS de suivi disant que j'étais passé et que je devais lui parler de toute urgence de l'avenir de la maison. Aucune réponse, juste un silence radio exaspérant. Contrarié mais déterminé, je suis remonté en voiture et je suis retourné dîner chez mes grands-parents. Ma grand-mère était dans la cuisine en train d'essuyer les plans de travail avec une éponge. J'ai mentionné négligemment qu'il n'y avait personne à la maison et que ma mère ignorait complètement mes appels et mes messages. Ma grand-mère s'est arrêtée de nettoyer, me regardant avec une expression confuse et légèrement amusée. « Oh, ils ne te l'ont pas dit ? Ta mère et Rob ont emmené les enfants en Floride pour 2 semaines de vacances à la plage. Ils sont partis il y a 3 jours. » Elle a publié des photos sur Facebook. Je suis resté planté dans la cuisine, le regard vide fixé sur le motif du linoléum, assimilant l'information. Ils étaient partis en Floride pour 2 semaines entières sans me dire un seul mot. Ils vivaient dans ma maison entièrement gratuitement, sans payer un centime d'impôt foncier, d'assurance ou d'entretien, tout en s'offrant des vacances somptueuses et coûteuses à la plage. Ils traitaient l'héritage durement gagné de mon père comme leur propre moyen de transport gratuit. Ils traitaient ma propriété de valeur comme une résidence de vacances qu'ils pouvaient quitter à leur guise sans aucun compte à rendre. À cet instant précis, le tout dernier vestige de culpabilité, d'hésitation ou d'obligation familiale en moi a complètement disparu. La trêve silencieuse était officiellement terminée. L'heure était à l'action directe et sans excuse. Je devais lancer le processus de rénovation immédiatement, et je ne pouvais pas les laisser esquiver mes appels depuis un transat à Miami pendant que je payais les factures. Légalement, la maison m'appartenait. Mon nom figurait sur l'acte de propriété. C'est moi qui payais les impôts fonciers via le trust chaque année. J'avais le droit absolu et incontestable de prendre le contrôle de mon bien. J'ai donc pris mon téléphone, j'ai cherché un serrurier d'urgence local très bien noté et j'ai pris rendez-vous pour le lendemain matin à 8h pile.
S'ils voulaient traiter ma maison comme un hôtel bon marché où ils allaient et venaient à leur guise, ils allaient apprendre une leçon très dure et très légale sur l'immobilier et la gestion de propriété. Ils pensaient que j'étais resté ce gamin naïf et brisé qui était parti en pleurant toutes ces années auparavant. Ils pensaient avoir définitivement gagné la guerre, mais j'allais leur montrer exactement dans la maison de qui ils dormaient. Le lendemain matin, le soleil se levait à peine à l'horizon lorsque j'ai garé ma voiture dans l'allée familière de la maison de mon père. Je n'étais pas seul. Garé juste derrière moi se trouvait un fourgon blanc d'une entreprise de serrurerie locale réputée. Je suis sorti dans l'air frais du matin, un café noir d'un drive-in à la main, ressentant un mélange étrange et enivrant d'adrénaline pure et de calme absolu et inébranlable. Le serrurier, un gars solide et pragmatique nommé Mike, a sorti son lourd sac à outils de son fourgon et m'a demandé quelle porte devait être changée. J'ai fouillé dans ma sacoche en cuir et lui ai tendu une copie fraîche et légalement notariée de l'acte de propriété, prouvant mon entière propriété du bien. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit de changer chaque serrure de la propriété. Je voulais que la lourde porte d'entrée en acajou soit sécurisée. Je voulais que la baie vitrée coulissante à l'arrière soit entièrement reclavetée. Je voulais que l'entrée latérale du garage soit remplacée, et je voulais même que le lourd cadenas rouillé de la clôture en bois soit troqué contre un modèle industriel. Je voulais que toute la propriété soit verrouillée plus solidement qu'un coffre de banque. Je me tenais sur le porche, sirotant mon café amer, écoutant les cliquetis métalliques lourds et le bruit de la perceuse de Mike. À chaque vieux verrou rayé qui était arraché du bois et jeté dans son seau de ferraille, un poids immense et étouffant se libérait de mes épaules. J'excluais littéralement et métaphoriquement de ma vie les personnes toxiques qui avaient traité mon existence, mon deuil et l'héritage de mon père comme un inconvénient jetable. Une fois les serrures neuves et brillantes installées et la seule série de clés en laiton bien à l'abri dans la poche de ma veste, j'ai payé Mike, les remercié pour son service rapide et j'ai pénétré dans la maison complètement seul. C'était la toute première fois que j'entrais dans cette structure sans ma mère ou robe sur mon dos depuis 4 longues et douloureuses années. J'ai parcouru lentement et délibérément les pièces, et ce que j'ai vu m'a absolument révolté. La maison était un désastre complet. Les parquets précieux que mon père avait méticuleusement installés à la main étaient profondément rayés et entaillés. De toute évidence, Rob avait traîné ses lourdes bottes de travail et ses énormes caisses à outils en métal sans le moindre soin. Les comptoirs en granit de la cuisine étaient tachés de ce qui ressemblait à du vin bon marché séché et à de la graisse. L'évier en acier inoxydable débordait d'une montagne de vaisselle en décomposition et malodorante qu'ils avaient paresseusement laissée derrière eux avant de s'envoler pour leurs vacances de luxe en Floride. Le salon, l'endroit où j'avais l'habitude de m'asseoir pour regarder le football le dimanche avec mon père, ressemblait à une colocation d'étudiants négligés. Des canettes de bière vides étaient enfoncées entre les coussins du canapé, du linge sale s'entassait dans les coins et une odeur persistante de fumée de cigarettes froides imprégnait les rideaux. Bien que mon père ait imposé une règle stricte d'interdiction de fumer toute sa vie, on ne s'y sentait plus chez soi. La chaleur, la structure, le profond sentiment de sécurité que mon père avait bâti dans ses murs avaient complètement disparu. On aurait dit la maison d'un étranger, un bien immobilier négligé et maltraité, rempli des restes bon marché et de mauvais goût de la vie pathétique et paresseuse de ma mère et de Rob. Mais constater le manque de respect flagrant qu'ils avaient pour ma propriété n'a fait qu'alimenter ma détermination. Je ne faisais plus cela par vengeance mesquine ou puérile. Je réalisais une transaction immobilière parfaitement légale et nécessaire. Je protégeais activement mon héritage et mon investissement immobilier contre des squatteurs négligents. Je suis sorti de la maison, j'ai fermement verrouillé le nouveau pen dormant de sécurité, j'ai vérifié la poignée à 2 reprises et j'ai conduit directement jusqu'à mon bureau. Je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mes tableurs et j'étais tout à fait disposé à attendre l'explosion massive que je savais imminente. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer violemment sur mon bureau de travail. J'étais en train d'examiner un contrat logistique complexe en vue d'une promotion interne majeure que je visais lorsque l'écran s'est allumé avec le nom de ma mère. J'ai fixé l'écran. Je l'ai laissé sonner. L'appareil a vibré jusqu'à basculer sur la messagerie vocale. 5 minutes plus tard, elle a rappelé, puis encore, puis 2 fois de suite en un temps record. En l'espace de 30 minutes, j'avais 14 appels manqués et 6 messages vocaux de plus en plus hystériques dans ma boîte de réception. Je me suis adossé à mon fauteuil de bureau ergonomique, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai activé le haut-parleur et j'ai écouté le chaos se propager. Le premier message exprimait une incompréhension totale, « Marc, c'est ta mère. Pourquoi ma clé ne tourne-t-elle pas dans la serrure? Est-ce que tu as fait quelque chose à la porte pendant notre absence?
Rappelle-moi immédiatement. Nous sommes tous épuisés par le vol matinal. Les enfants se plaignent et Rob commence à s'énerver sérieusement sur le porche. Au troisième message vocal, la confusion s'était transformée en une colère déplacée. Marc, décroche ce satané téléphone immédiatement. Comment as-tu pu nous faire une chose pareille? C'est totalement irrespectueux et illégal. Nous avons tous nos lourds bagages sur le porche et nous ne pouvons pas entrer chez nous. Tu as intérêt à venir ici immédiatement pour ouvrir cette porte avant que Rob ne perde patience et ne brise une vitre pour entrer. J'ai esquissé un sourire. Une telle audace était presque impressionnante. Il s'imaginait sincèrement pouvoir disparaître pendant 2 semaines entières pour des vacances coûteuses à la plage, ignorer complètement mes tentatives répétées de les contacter au sujet de l'avenir de la propriété. Puis revenir tranquillement dans une maison qui ne leur appartenait pas légalement, sans payer le moindre loyer, et s'attendre à ce que tout soit normal. J'ai finalement décroché au 15e appel. Je n'ai même pas eu le temps de dire un mot. Ma mère hurlait si fort que le haut-parleur grésillait. « Pourquoi as-tu changé les serrures de la maison? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Viens ici tout de suite » criait-elle, sa voix résonnant bruyamment, accompagnée par les jurons de Rob en arrière-plan. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai gardé une voix calme et posée, adoptant le ton neutre, implacable et professionnel que j'utilisais lors des négociations commerciales importantes. Je lui ai dit que j'avais essayé de la joindre pendant des jours pour discuter de mes projets concernant la propriété, mais qu'elle était apparemment trop occupée à siroter des margaritas sur une plage de Floride pour répondre à ses appels ou à un simple SMS. J'ai expliqué en termes juridiques clairs et indiscutables que la période de grâce était terminée. J'avais le droit légal absolu de sécuriser mon bien et je reprenais officiellement possession de la maison pour y entamer des rénovations structurelles majeures. Elle refusait d'entendre la moindre logique. Faisant fi de la propriété légale, de l'héritage ou du trust, elle continuait de pleurer et de crier, refusant de voir la réalité en face. Tu ne peux pas nous jeter dehors comme ça. C'est toujours ma maison. C'est là que je t'ai élevé. Tu ne peux pas me l'enlever comme un banquier sans cœur. Nous n'avons absolument nulle part où aller. Tu nous jettes à la rue. Je l'ai laissé crier jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Puis, je lui ai dit calmement que je n'étais pas un monstre et que je n'allais pas les laisser dormir sur le béton ce soir-là. Je l'ai informé que le serrurier avait dissimulé une clé de secours dans un boîtier à code sécurisé fixé sur le portail latéral, et je lui ai communiqué le code à 4 chiffres, mais j'ai immédiatement enchaîné sur un ultimatum strict. Juridiquement contraignant et non négociable, écoute-moi très attentivement, maman, ai-je dit, d'une voix glaciale. Vous avez exactement 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Je vous donne 14 jours pour emballer vos affaires, louer un camion de déménagement et libérer complètement ma propriété. Je ne te le demande pas, je te l'ordonne. Dans 14 jours, l'équipe de rénovation professionnelle arrive pour abattre les cloisons. Si toi, Rob ou ses enfants êtes encore dans cette maison, je n'hésiterai pas à appeler le shérif local pour vous faire expulser formellement pour violation de propriété. Est-ce bien clair? Le silence à l'autre bout du fil devint lourd, épais et étouffant. C'était presque pire que les éclats de voix. Lorsqu'elle reprit enfin la parole, sa voix était basse, tremblante d'un mélange de tristesse feinte et de venin pur. Je n'aurais jamais pensé, de toute ma vie, que tu ferais une chose aussi horrible à ta propre mère. Tu te comportes exactement comme ton père en ce moment, et ce n'est pas un compliment. Cette remarque m'a fait l'effet d'un coup de poing en plein estomac. Elle tentait de m'insulter en me comparant à l'homme le plus intègre et le plus formidable que j'ai jamais connu, l'homme même dont elle essayait d'exploiter la richesse. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je ne lui ai pas montré qu'elle m'avait atteint. Je prends cela comme un immense compliment, ai-je répondu froidement. 14 jours, le compte à rebours est lancé. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone face contre terre sur mon bureau. Je savais que si je reculais d'un pouce, si je montrais la moindre faiblesse émotionnelle, je ne parviendrais jamais à avancer. J'imaginais que le plus dur de la confrontation était passé, que la limite était fixée. Je me trompais lourdement. La véritable guerre d'usure psychologique ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le ciel était couvert et gris lorsque je suis retourné à la maison. J'avais programmé un rendez-vous matinal avec mon entrepreneur général, un homme d'expérience nommé John, pour prendre des mesures précises du jardin et discuter du calendrier pour démonter les vieux placards de cuisine encrassés et arracher les parquets ruinés. Je me suis garé dans l'allée, m'attendant à trouver ma mère et Rob en train d'emballer tranquillement leurs cartons à l'intérieur, conscients de leur défaite inévitable. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par un piège orchestré.
À peine étais-je sorti de ma voiture, mon bloc-notes et mon mètre-ruban à la main, que la lourde porte d'entrée s'est ouverte avec violence, claquant contre le mur extérieur. Rob s'est avancé sur le porche, le visage rouge de colère. Il était suivi de près par ma mère, qui essuyait déjà des larmes théâtrales. Rob a descendu les marches du porche d'un pas lourd et s'est approché tout près de moi dans l'allée, tentant de jouer de sa stature physique pour m'impressionner. Il a bombé le torse, a pointé un doigt épais et calleux vers mon visage et s'est mis à aboyer. « Tu crois que tu peux nous jeter dehors comme ça? Tu crois que tu peux débarquer ici et nous donner des ordres parce que ton nom est écrit sur un bout de papier? On a construit toute une vie ici. C'est moi l'homme de la maison. Je m'occupe de ta mère, et tu n'as aucun droit de jeter ma famille à la rue comme des déchets. » 4 ans plus tôt, la version de moi de 17 ans, terrifiée et en deuil, aurait peut-être reculé. J'aurais peut-être cédé et présenté des excuses pour préserver la paix, mais l'homme de 24 ans qui se tenait devant lui, avec un salaire d'entreprise solide, un plan d'épargne retraite bien approvisionné et le soutien absolu de la loi, n'a pas scié. J'ai regardé ses yeux injectés de sang et de colère, et j'ai ri. Ce n'était pas un rire forcé ou nerveux. C'était un amusement sincère face à son incroyable délire. Non, Rob, ai-je dit d'une voix calme et ferme, qui a résonné clairement dans l'air matinal. C'est moi qui ai construit ma vie ici. C'est mon père qui a construit sa vie ici, en travaillant 60 heures par semaine. Tu n'es rien d'autre qu'un squatteur paresseux qui s'est installé un peu trop confortablement sur le travail acharné d'un défunt. C'est ma propriété. Je paie les impôts fonciers. Je paie l'assurance. Je détiens l'acte de propriété légale. Je suis le propriétaire et tu es officiellement expulsé. C'est aussi simple que cela. Tu n'as aucun pouvoir ici. Il bouillonnait de rage, les poings serrés, la respiration lourde, mais il ne pouvait pas nier la réalité de la loi. Il savait pertinemment qu'il n'avait aucun recours légal. S'il levait la main sur moi, je le ferais arrêter pour agression et je lui intenterais un procès si lourd qu'il en aurait le tournis. Il savait que je l'avais coincé. C'est alors que ma mère est intervenue. Réalisant que l'attitude agressive de Rob ne parvenait pas à m'intimider, elle l'a écarté en posant ses mains sur sa poitrine pour le repousser doucement, puis a tourné ses yeux larmoyants vers moi. « S'il te plaît, Marc, a-t-elle supplié, la voix brisée, joignant ses mains dans un geste de supplique. Nous avons désespérément besoin de plus de temps. 2 semaines, ce n'est pas suffisant. Nous n'avons pas d'argent de côté pour la caution d'un nouveau logement. Les loyers sont tellement élevés actuellement. Nous n'avons absolument nulle part où aller. » Je l'ai dévisagé, ressentant un vide total là où se trouvait autrefois ma compassion. Je voulais lui demander pourquoi elle s'offrait des vacances coûteuses en Floride si elle n'avait pas un centime de côté pour les urgences du quotidien. Je voulais lui demander où passait l'argent de son travail puisqu'elle n'avait pas payé de loyer depuis 4 ans. Mais avant même que je puisse ouvrir la bouche pour souligner son hypocrisie financière, ils ont abattu leur carte maîtresse. La lourde porte d'entrée a grincé à nouveau, et la fille de Rob, Chloé, âgée de 19 ans, est apparue sur le porche. J'avais à peine remarqué sa présence ces dernières années, elle restait généralement enfermée dans sa chambre pour m'éviter, mais elle était désormais placée sur le devant de la scène. Vêtue d'un t-shirt gris trop grand, elle pleurait à chaudes larmes, le visage enfoui dans ses mains, tout en serrant son ventre visiblement très arrondi par une grossesse avancée. Ma mère s'est précipitée vers le porche, a attrapé le bras de Chloé et a entraîné l'adolescente en larmes vers l'avant comme un bouclier humain. Elle m'a lancé un regard accusateur et a lâché sa révélation, elle est enceinte, Marc. Regarde-la. Tu ne peux pas lui faire ça. Tu ne peux pas nous jeter de cette maison alors qu'elle s'apprête à avoir un bébé. Est-ce que tu vas vraiment te comporter comme un monstre cruel et sans cœur en jetant à la rue une adolescente enceinte et terrifiée? Ce rebondissement m'a déstabilisé. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'une grossesse adolescente compliquée vienne s'ajouter à ce litige immobilier. Pendant une fraction de seconde, je suis resté planté dans l'allée, mon lourd bloc-notes me pesant sur les bras, sous le choc de la situation. Ils abattaient toutes leurs cartes d'émotion, tentant d'instrumentaliser un enfant à naître pour préserver leur gratuité dans ma maison de valeur. C'était un piège habile et méprisable, conçu pour me faire passer pour le méchant de l'histoire. J'ai regardé Chloé qui pleurait sur le porche. J'ai éprouvé une brève et sincère étincelle de pitié pour elle. Elle était jeune, terrifiée, visiblement pas préparée à la maternité, et elle servait de pion à son propre père et à ma mère manipulatrice. Mais je me suis rapidement et fermement rappelé la réalité des faits.
La grossesse de Chloé n'était absolument pas de ma responsabilité. L'incapacité de Rob à subvenir aux besoins financiers de sa propre fille enceinte n'était pas ma charge. Ils avaient eu 4 années entières pour économiser de l'argent tout en vivant sans verser un centime de loyer dans une maison entièrement payée. Ils avaient choisi de ne pas le faire. Ils avaient préféré les vacances, la bière bon marché et le confort de la paresse plutôt que de se préparer à la réalité de la vie. J'ai pris une grande inspiration pour me recentrer. J'ai regardé directement ma mère, ignorant son bouclier humain, et j'ai brisé leur illusion. Je suis sincèrement désolé pour les difficultés de Chloé, ai-je dit, ma voix résonnant fermement dans l'allée pour m'assurer que tous les 3 entendent chaque syllabe. Avoir un bébé est une immense responsabilité, mais cela ne change absolument pas la loi, et cela ne modifie pas mon calendrier. Il vous reste exactement 13 jours. Si vous avez désespérément besoin d'argent pour une caution, vous auriez dû vous passer de vos vacances de luxe en Floride. Je ne changerai pas d'avis. Commencez vos cartons. Ma mère s'est mise à pleurer bruyamment, un gémissement aigu et théâtral, s'effondrant contre l'épaule de Rob. Rob restait là, l'air sur le point de faire une attaque, le visage violacé par une rage contenue. J'ai ignoré leur scène pathétique. Je leur ai tourné le dos, passant devant eux sans un regard, et j'ai passé l'heure suivante à mesurer le jardin et à discuter de la valeur de la propriété avec mon entrepreneur, John. Je n'ai pas jeté un seul coup d'œil vers le porche. Lorsque je suis rentré chez mes grands-parents ce soir-là, la guerre psychologique a pris une toute autre dimension. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, affichant des SMS et des appels entrants de membres de la famille éloignés à qui je parlais à peine. Ma mère avait visiblement passé l'après-midi en larmes au téléphone, appelant chaque tante, oncle et cousin de son répertoire pour leur raconter une version très arrangée et tragique de l'histoire, affirmant que son fils cupide et sans cœur la jetait à la rue avec une pauvre fille enceinte. Ma tante, qui ne m'avait pas souhaité mon anniversaire depuis 5 ans, m'a envoyé un long pavé pour me dire à quel point elle était déçue par mon comportement, m'accusant de détruire la famille pour une question d'argent et de rancœur mesquine. Un cousin plus âgé m'a laissé un message de messagerie vocale hargneux, me traitant de vendu sans cœur qui privilégiait son compte en banque et son héritage plutôt que les liens du sang. Ils me faisaient tous passer pour un monstre de bande dessinée, occultant totalement le fait que ma propre mère m'avait jeté comme un malpropre à l'âge de 17 ans alors que j'étais un lycéen en deuil. Je me suis assis à la table de la cuisine, fixant les messages toxiques qui continuaient de s'accumuler sur mon écran. C'était exaspérant. Une telle hypocrisie me révoltait. J'avais une envie folle de répondre à chacun d'eux, de leur envoyer des photos haute résolution du titre de propriété, de leur présenter la liste détaillée des sommes folles que ma mère avait dépensées en vacances pendant qu'elle logeait chez moi. Mais j'ai vite compris que débattre avec des intermédiaires manipulés était une perte de temps et d'énergie. Ils ne voulaient pas de la vérité complexe, ils préféraient le mélodrame facile. Ma grand-mère est entrée dans la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. En voyant la tension extrême qui se dégageait de ma posture, elle m'a versé une tasse de café noir bien chaud. Elle s'est assise en face de moi, le regard vif et empreint d'une grande sagesse. « Écoute-moi très attentivement, Marc », a-t-elle dit fermement, tapotant la table du doigt, « ne les laisse pas te faire culpabiliser. Tu n'es absolument pas le méchant dans cette histoire. Ton père t'a laissé cette maison et ce trust pour assurer ton avenir, pas pour financer indéfiniment ses mauvais choix de vie. Si ses parents donneurs de leçons s'inquiètent tant de son sort, ils n'ont qu'à ouvrir leur propre portefeuille et l'accueillir dans leur chambre d'amis. Remarque bien qu'aucun d'eux ne lui propose un logement. » Elle avait absolument raison. Cette prise de conscience m'a libéré d'un poids immense. Ces gens adoraient le mélo, mais aucun d'eux ne prendrait la responsabilité d'héberger Rob et sa famille. J'ai pris mon téléphone, je l'ai mis en mode silencieux, je l'ai posé sur le comptoir et je suis monté me coucher. Le piège de la culpabilité familiale était définitivement brisé. J'étais reposé et prêt pour la confrontation finale. Le 14e jour est enfin arrivé, l'échéance ultime. Je me suis réveillé bien avant mon réveil, l'esprit aiguisé et entièrement concentré sur mon objectif. Je me suis douché, j'ai mis une chemise propre, j'ai pris les contrats de rénovation signés dans ma sacoche en cuir et j'ai pris la route. Une infime partie de moi, naïve, espérait qu'il se serait résigné à la réalité et aurait déménagé discrètement pendant la nuit pour s'éviter l'humiliation publique d'une expulsion forcée. Je me trompais. Ma mère aimait trop le mélodrame, et elle allait jouer les victimes jusqu'au bout. Lorsque je me suis garé le long du trottoir, le jardin de devant ressemblait à un vide-grenier chaotique. Des cartons lourds étaient éparpillés partout, des sacs poubelles noirs remplis de vêtements bon marché craquaient de toutes parts,
et des meubles usés et les s'entassaient sur la pelouse que mon père tondait autrefois avec tant de soin. Mais le désordre du jardin n'était pas le pire aspect de la scène. Autour des cartons se tenaient plusieurs membres de la famille de ma mère, les bras croisés, me fixant comme une foule en colère. Elle avait délibérément convoqué un public pour le grand final de sa mise en scène. J'ai garé ma voiture, pris une grande inspiration, suis sorti et me suis avancé vers l'allée en béton d'un pas lent et déterminé. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai gardé le menton haut, les épaules droites, croisant le regard de chaque personne présente sur ma propriété. À peine avais-je posé le pied sur la première marche du Porsche que ma mère s'est détachée du groupe pour se précipiter vers moi. Le visage rouge et gonflé, des larmes coulant sur ses joues selon un rythme bien rodé, elle s'est lancée dans un discours théâtral, haussant la voix pour que son public ne rate pas une miette. « Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça, Marc. Tu es mon fils unique. Comment as-tu pu tourner le dos à ta propre mère quand elle a le plus besoin de toi? Nous n'avons nulle part où aller. Tu nous as complètement ruinés. Si je n'avais pas passé les 4 dernières années à bâtir une muraille émotionnelle autour de mon cœur, sa performance m'aurait peut-être atteint. » Les membres de la famille murmuraient leur désapprobation, hochant la tête d'un air dégoûté. Ma tante, celle qui m'avait envoyé le SMS agressif, a fait un pas vers moi, pointant un doigt manucuré vers ma poitrine. « La famille est censée se soutenir », a-t-elle lancé, d'un ton venimeux. « Ta mère t'a donné la vie. Elle a tellement fait pour toi, et toi tu te comportes comme un propriétaire sans cœur en jetant une fille enceinte à la rue. Tu devrais avoir honte de l'homme que tu es devenu. » J'ai regardé calmement ma tante, puis j'ai tourné mon regard vers ma mère, qui cachait son visage dans ses mains tout en m'observant entre ses doigts pour guider sa réaction. Ma colère n'a pas explosé. Elle s'est muée en une clarté froide et limpide. « La famille ?» ai-je demandé, ma voix résonnant fermement dans l'allée, assez forte pour que tout le voisinage l'entende. « Vous voulez parler de solidarité familiale? Où était cette fameuse solidarité quand elle m'a jeté hors de cette maison à l'âge de 17 ans? Où étiez-vous tous quand elle a choisi un homme qu'elle connaissait à peine plutôt que son fils adolescent en deuil? Est-ce que l'un d'entre vous m'a appelé pour m'offrir un lit à ce moment-là? » Un silence de mort s'est installé. On aurait pu entendre une mouche voler. Ma tante a lentement baissé le doigt, le regard fuyant entre ma mère et moi, prise de court. Ma mère en est restée bouche bée, ses larmes factices se figeant instantanément sur son visage. Elle avait commodément omis ce détail crucial dans la version qu'elle leur avait vendue. « Ce n'est ni une négociation, ni une réunion de famille, » ai-je poursuivi, me tournant vers ma mère et Rob, qui se tenait en retrait, les yeux fixés sur ses bottes, conscient de son absence totale de pouvoir. « Je vous ai donné 2 semaines entières. C'est un luxe que vous ne m'avez jamais accordé. L'équipe de démolition arrive dans exactement 1 heure. Si vos cartons ne sont pas débarrassés de ma pelouse à leur arrivée, ils iront directement dans la benne de chantier, et je vous ferai expulser pour violation de propriété. » Ma mère a immédiatement changé de tactique, abandonnant le rôle de la victime indignée pour adopter celui du désespoir le plus total. Elle s'est jetée en avant et m'a agrippé le bras avec force. « S'il te plaît, Marc, s'il te plaît, donne-nous juste 1 mois de plus. Juste 30 petits jours. Nous trouverons un appartement bon marché, je te le jure sur ma vie. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps pour réunir l'argent. » J'ai baissé les yeux vers sa main qui serrait ma chemise propre. Je me suis souvenu du jour où, assis sur mon lit, je l'avais supplié de ne pas effacer la mémoire de mon père. Je me suis souvenu du regard froid qu'elle m'avait lancé en me disant de faire mes bagages et de partir. « Je vous ai déjà donné tout le temps que vous obtiendrez de moi, » ai-je dit fermement, en dégageant doucement ses doigts de mon bras. « Tu as fait ton choix il y a 4 ans en me jetant dehors. Maintenant, je fais le mien. Quitter ma propriété. » Rob s'est enfin avancé, non pas pour chercher la bagarre ou bomber le torse, mais pour prendre ma mère par l'épaule et la diriger vers leur pick-up chargé de cartons. Il semblait totalement vaincu, vidé de toute énergie. Il savait que le jeu était terminé. Chloé était déjà assise à l'arrière, fixant le vide en pleurant doucement dans ses mains. Je suis resté sur le porche, appuyé contre la rampe en bois que mon père avait construite de ses propres mains, et je les ai regardés charger à la hâte les dernières affaires de leur vie médiocre. Les membres de la famille, réalisant qu'il n'y avait plus de spectacle à consommer et qu'ils avaient pris le parti d'une cause perdue et hypocrite, ont regagné leur véhicule d'un air embarrassé. Ils ont évité mon regard, démarrant et s'éloignant sans ajouter un mot pour la défendre. Lorsque Rob a enfin verrouillé le haillon du pick-up et s'est installé au volant, ma mère a baissé sa vitre. Elle m'a lancé un dernier regard,
le visage déformé par une haine pure. Tout semblant d'amour maternel avait disparu. « Je ne te pardonnerai jamais ce que tu nous fais », a-t-elle sifflé, la voix tremblante de rage. Le sentiment est entièrement partagé, ai-je répondu calmement. Je suis resté là à regarder le pick-up trop chargé s'éloigner, tourner au coin de la rue et disparaître. Le nuage sombre et étouffant qui planait sur cette maison depuis 4 années de calvaire s'est évaporé dans l'air du matin. L'atmosphère semblait incroyablement légère. J'ai sorti les clés en laiton de ma poche, j'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai pénétré à l'intérieur. La maison était vide. Le silence était magnifique. Les profiteurs étaient partis, et la demeure était officiellement et sans conteste de nouveau mienne. Le processus de rénovation a officiellement débuté exactement 1 heure plus tard, comme prévu, à l'arrivée de l'équipe de l'entrepreneur. Armés de leurs outils, ils ont commencé à abattre à coups de masse les cloisons encrassées de la cuisine. Ce vacarme de destruction résonnait à mes oreilles comme une douce mélodie. Chaque coup de masse, chaque morceau de cloison qui s'effondrait effaçait un peu plus l'histoire toxique que ma mère et Rob avaient installée dans ces lieux. C'était de la démolition, mais cela ressemblait à une véritable guérison. Au cours des 3 mois suivants, j'ai investi mon temps, mes week-ends, mes économies et ma propre vision pour transformer la propriété. Nous avons arraché le moindre mètre carré de parquet rayé pour poser un sol moderne et résistant. Nous avons refait la plomberie défaillante, repeint chaque pièce dans des tons clairs et chaleureux, et modernisé entièrement les salles de bain. Nous avons réaménagé le jardin de devant, effaçant les traces de pelouse brûlée là où Rob garait son pick-up délabré. Lorsque la poussière est enfin retombée et que les inspections de la ville ont été validées avec succès, la maison était méconnaissable. Elle était superbe, fonctionnelle et dotée d'une grande valeur sur le marché. Je l'ai mise en location et, en l'espace d'1 semaine, un jeune couple de professionnels attentionnés a signé un bail de 2 ans. Les revenus locatifs mensuels étaient conséquents. Ils couvraient largement les impôts fonciers annuels, l'assurance de la propriété et dégageaient une marge confortable que j'ai immédiatement réinvestie dans mes portefeuilles d'actions et mon fonds destiné à financer mon futur master en administration des affaires, MBA. J'avais officiellement et incontestablement assuré mon indépendance financière, selon mes propres termes, grâce aux outils que mon père m'avait laissés. Quant à ma mère, à Rob et à leur entourage toxique, la limite stricte que j'avais fixée ce matin-là dans l'allée s'est transformée en un mur infranchissable. J'ai bloqué définitivement son numéro de mon téléphone, ainsi que leur profil sur tous les réseaux sociaux. J'ai coupé les ponts avec chaque membre de la famille qui s'était permis de me juger sans connaître les faits. J'ai appris une leçon difficile mais précieuse sur la notion de lien du sang. Partager le même ADN ne donne aucun droit d'abuser de vous utiliser comme un distributeur de billets ou de manipuler votre avenir. Le titre de mère ne signifie rien si les actes qui l'accompagnent sont toxiques, égoïstes et destructeurs. La famille se construit sur le respect mutuel et la protection, non sur l'abus et l'exploitation. En examinant mes bilans financiers dans le calme de mon appartement, j'ai réalisé que le plus beau cadeau de mon père n'était pas ce portefeuille immobilier ni l'argent du trust. Son plus beau cadeau était de m'avoir donné les bases d'une indépendance totale. Il avait bâti un rempart juridique solide autour de moi, conçu par un avocat brillant, de sorte que lorsque les personnes censées m'aimer ont failli à leur devoir, j'ai eu la force et les ressources nécessaires pour me défendre. Il m'a appris, par-delà la mort, que le véritable amour réside dans la prévoyance et la protection, et non dans la manipulation et les faux-semblants. J'ai aujourd'hui 24 ans. J'ai une carrière prometteuse dans la logistique d'entreprise, un portefeuille immobilier rentable qui se développe rapidement et un cercle d'amis fidèles, sans oublier mes grands-parents formidables qui connaissent la vraie valeur de la loyauté. J'ai surmonté l'épreuve la plus difficile de ma jeunesse, j'ai récupéré ce qui me revenait de droit par la voie de la loi et j'ai bâti une vie que personne ne pourra me retirer. Je suis le seul maître de mon destin. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire aujourd'hui. S'il y a une leçon essentielle à retenir de cette épreuve, c'est que fixer des limites strictes et non négociables avec les membres toxiques de sa famille n'est jamais de la cruauté, c'est un acte de préservation nécessaire. Vous ne devez pas votre avenir aux personnes qui ont refusé de protéger votre passé. Avez-vous déjà vécu une situation similaire dans votre famille? Avez-vous déjà dû faire appel à un avocat ou à la justice pour vous défendre contre un parent toxique? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous, je les lis tous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Restez fort.